Brice Hortefeux, donc bienvenue sur l'antenne de LCI et de Radio Classique. François Fillon, ce matin, dans les colonnes de l'opinion, assume et dit donc, dans la perspective de la réunion de ce matin à l'UMP, qu'il accepte d'être minoritaire. Bon, je comprends naturellement que vous commenciez par ce sujet-là. C'est l'actualité, ouais. Bien sûr, mais pardon de vous le dire. Croyez-vous une seule seconde que c'est la préoccupation des Français? Croyez-vous une seule seconde que c'est la préoccupation des Français? C'est le titre de tous les journaux. Mais bien sûr. L'opinion à droite, Libération à gauche. Croyez-vous que c'est la préoccupation des Français alors que l'on est confronté au chômage, un chômage massif, 1300 chômeurs de plus chaque jour. On nous annonce une amélioration alors que le chômage a augmenté de 11,5% par an. Sur oui, je me rappelle, mais on va en parler. Non mais attendez, parce que je vous le dis, je pourrais décliner cela sur la dépense publique qui est en train d'exploser. On nous avait annoncé un déficit de 3,7, il sera de 4,1. Je pourrais vous décliner tout ça. La réalité, ce n'est pas le sujet des Français. D'accord, maintenant, on va en parler. Maintenant, vous voulez me poser la question, vous me posez la question sur cet aspect politique, politicien. Je vous réponds, puisque vous me posez la question. C'est pas une question politicienne, la question des alliances dans la perspective municipale et dans la perspective des présidentielles. Je vous pose une deuxième question, à laquelle vous ne répondrez pas naturellement, parce que c'est pas votre rôle, mais vous comprendrez ma question. C'est pourquoi vouloir ouvrir un débat qui trouble et qui divise alors que la question ne se pose pas. Elle ne se pose pas. Alors, vous voulez que je réponde, puisque vous me posez une question? Oui, mais je vais aller jusqu'au bout de la question. Elle ne se pose pas pour une raison simple, c'est parce que l'année prochaine, nous avons 2 scrutins, les élections municipales et les élections européennes, et par définition aux européennes, comme c'est un scrutin à un tour, il n'y a pas la question du report, du désistement, des alliances, des clins d'œil et ainsi de suite. Et au municipal, cela concerne plus de 36 000 communes. Si la question se pose sur une poignée d'entre elles, c'était un grand maximum. Donc, ça ne sert à rien de soulever des problèmes alors que ceci Donc, ça veut dire qu'il a eu tort. Je dis simplement... Alors, troisième réflexion, l'UMP, c'est une grande famille dans laquelle on essaie de discuter, de se mettre d'accord autour d'une table. Tous les mardis matins, ça sera le cas dans quelques minutes, tous les mardis matins, les dirigeants de notre famille se réunissent. On essaie, et c'est grâce à Jean-François Copé, c'est à son initiative, d'avoir des positions qui sont des positions réfléchies et communes. La position commune qui a été retenue, c'est ni Front National, ni Front républicain. Donc François Fillon a tort. Donc François Fillon s'est exprimé à titre personnel et c'est aujourd'hui à lui de s'expliquer. Je dis simplement, l'UMP... Vous avez fait un éditorial magnifique, mais je vais vous poser 2-3 questions. Écoutez... Puisque vous êtes un homme expérimenté, nous avons tous de la mémoire. Vous vous souvenez très bien que François Fillon, dans un documentaire qui a été réalisé, ou en tout cas programmé avant l'été, et réalisé par François-Olivier Gisbert, disait « la stratégie Buisson de Nicolas Sarkozy, la droitisation de sa campagne, c'est pas moi, je trouve ça épouvantable, etc. » Or, nous sommes à la rentrée, maladresse ou erreur, c'est quand même la même ligne politique. Donc il est en train de piquer la ligne Sarkozy dans la perspective des présidentielles. Et vous me dites, mais ça n'a aucun intérêt, mais personne ne va vous croire. D'abord, ne mêlez pas Nicolas Sarkozy à cela. Nicolas Sarkozy n'est pas dans la vie politique. Mais dans l'arrière-pensée de Fillon, bien évidemment, attendez, oui. Ce n'est pas... Je termine sur Nicolas Sarkozy, ce n'est pas son sujet. Lui, il est attentif aux préoccupations de nos concitoyens, il partage leurs inquiétudes et même partage leurs souffrances. Mais ne mêlez pas Nicolas Sarkozy à cela. Il n'est pas... Vous l'avez vu, cette émission de Gisbert, il n'est pas dans ce monde-là. Je me souviens parfaitement de cette émission et je vous réponds très clairement. Toutes les analyses, toutes les positions sont naturellement intéressantes, mais il y a aujourd'hui en France une seule personnalité politique qui ait réussi à faire reculer le Front National, c'est Nicolas Sarkozy. Tous les autres ont peut-être essayé, avec plus ou moins d'ailleurs de sincérité, à droite comme à gauche. Le seul qui les fait reculer, c'est Nicolas Sarkozy. Pourquoi ne parle-t-il pas ? Parce qu'il n'intervient pas dans la vie politique quotidienne nationale. Mais vous vous souvenez, sans doute, que Nicolas Sarkozy n'a pas fait de clin d'œil aux appareils, ce n'était pas son sujet, ça n'est pas plus d'ailleurs aujourd'hui, mais il s'était adressé aux électeurs. Oui, parce que dans une démocratie, le devoir, pas la possibilité, le devoir, c'est de s'adresser aux électeurs, mais pas de se préoccuper des appareils. Mais pardonnez-moi d'insister très légèrement, et après on passera à autre chose. Mais vous êtes suffisamment malin, expérimenté, pour avoir compris que même si c'est une maladresse au départ, au fond, Fillon est en train de piquer la ligne Sarkozy dans une autre version, parce qu'il sait que c'est le seul moyen de gagner les présidentielles. En tout cas, je ne sais pas si c'est des pensées, des arrière-pensées, ainsi de suite. Je vous dis, la position de l'UMP, c'est ni Front républicain, ni Front national. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est cohérent, c'est efficace et c'est équilibré. Voilà la réalité. Donc vous pensez que ce matin, Fillon va
Faire marche arrière toute? Ah, bah écoutez, je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas dans ces confidences. J'espère qu'il sera présent à notre rencontre hebdomadaire. Je n'ai pas de raison d'ailleurs d'en douter. Il aura certainement à expliquer. Alors, je reviens à la charge, mais d'une manière différente. Est-ce que vous pensez, parce que là encore, vous l'avez entendu, ce qu'il a dit, est-ce que vous pensez qu'au départ, c'était une maladresse ou qu'il y avait une vraie volonté politique? Écoutez, je n'en sais rien. Mais si, vous savez... Mais non, je n'en sais rien. J'ai écouté son émission, parce que je suis attentif naturellement à ce qu'il dit. J'ai senti sans doute des hésitations dans la réponse, mais est-ce que c'était une réponse délibérée ou est-ce que c'est une réponse qui était maladroite? Je n'en sais rien. C'est pas moi qui vais vous l'expliquer. Invitez François Fillon, il vous le dira. Je vous dis, moi simplement, je ne me préoccupe pas des autres. Je vous dis, voilà la ligne de l'UMP. Et si l'UMP veut parvenir à être la grande famille de rassemblement de la droite et du centre, elle doit pour cela avoir une position qui est celle du Nini. C'est celle qui rassemble. Mais vous avez lu les journaux ce matin comme moi, et tout le monde dit que c'est l'UMP, c'est un gigantesque désordre, et finalement la bataille pour la présidence est en train de se reproduire sur un plan idéologique. Ce que vous déplorez, mais c'est ce qui se passe. Oui, enfin... Bien sûr que je souhaite que l'UMP joue son rôle, qui est encore une fois d'être la grande famille de rassemblement de la droite et du centre. Nous en avons les possibilités. Nous sommes aujourd'hui la première formation militante de France, et c'est la famille politique qui compte le plus d'adhérents. Nous sommes une famille qui compte beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, qui est le premier groupe de députés européens français. Donc nous avons beaucoup d'atouts. C'est pas la peine de s'acharner, naturellement, à nous diviser. Plusieurs questions qui me paraissent dans ce registre importante. La première, c'est que vous avez vu François Hollande lors de l'émission de TF1, cette situation politique. Alors, il dit, je ne suis pas le président, enfin, je suis le président, je suis au-dessus des partis, mais en fait, fondamentalement, ce qui vous arrive, il en jubile. Oui, enfin, c'est... Enfin, vous le savez. Vous avez pardon, vous avez utilisé un mot, jubilé. Vous avez d'ailleurs raison. J'ai trouvé cette émission, moi, tout à la fois inutile et en trompe-l'œil. Elle était inutile. Et que vous allez me dire jubilatoire. Non, mais je suis là-bas pour changer. Non, mais inutile, parce que finalement, on n'a rien appris, sauf une chose, vous avez raison, c'est que François Hollande était content. Il est content de lui, il est content de ce qu'il a fait. Il est content de ce que vous faites et de vos divisions. Il est content de ce qu'il fait et il est content sans doute de ce qu'il fera. Mais enfin, son bonheur n'est pas là-dessus contagieux. Sa satisfaction, franchement, n'est pas contagieuse. Bon, donc, pour le reste, elle était en trompe-l'œil sur un certain nombre de sujets, puisqu'il a annoncé des choses qui, en réalité, ne se passent pas. Vous savez, les trompe-l'œil, c'est quand le mur est gris, on peint des choses très sympathiques. Mais vous ne pouvez pas l'empêcher de penser qu'étant donné la situation de l'UMP et du Front National aujourd'hui, il va s'avancer tranquillement vers une deuxième réélection. Je ne dis pas qu'il sera réélu, je dis qu'il pense que finalement, c'est du billard pour lui. Mais écoutez, bien sûr, vous savez, il y a le syndicat de ceux qui ont aidé François Hollande. Le syndicat. Le syndicat, c'est qui? Le syndicat, c'est le Parti Socialiste, qui était normal. C'est le Front de gauche, qui s'y est résolu, mais qui l'a fait. Et c'est François Bayrou et le Modem, qui appelait à voter pour lui. Et c'est le Front National, qui, en appelant à ne pas choisir, concrètement aider François Hollande. Ça, c'est le syndicat de ceux qui ont aidé Hollande. Et donc, finalement, qu'il leur soit reconnaissant, c'est finalement la moindre des choses. Et qui donc ont tué Nicolas Sarkozy. Avec, en tout cas, empêcher, tuer, vous savez, politique, rien n'est jamais définitif, mais en tout cas, qui ont empêché la réélection de Nicolas Sarkozy. Bien sûr, c'est ce syndicat-là qui a empêché la réélection de Nicolas Sarkozy. Le fait d'attendre, le fait d'observer, est-ce que c'est une position qui est tenable étant donné l'accélération de la vie politique sous le quinquennat? Je parle de Nicolas Sarkozy, justement. Mais je vous l'ai dit. Non, mais j'ai compris ce que vous m'avez dit. Mais attendez, là vous m'interrogez sur la forme, moi je vous réponds sur le fond. C'est la différence. Oui, je vous confirme, Nicolas Sarkozy n'est pas en dehors de la société. Il est extrêmement préoccupé par la situation de notre pays aujourd'hui. Il est préoccupé quand il voit le rôle et la place de la France dans le monde, notamment à l'occasion de ce grave conflit menaçant en Syrie. Il est préoccupé quand il voit que le chômage a augmenté d'11,5%, qu'il y a 1300 chômeurs de plus par jour. Il est préoccupé quand on voit que la délinquance est à la dérive, puisqu'on sait aujourd'hui que dans 81 départements, elle a explosé, qu'il y a 4,5% de patrouilles en moins, qu'il y a 15% de sécurité dans les transports. Mais pour l'instant, il reste muet. Pour l'instant, il observe, enfin, c'est une position de retrait. Bien sûr. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est très exactement fidèle à la parole qui a été la sienne au mois de mai 2012. Il a dit qu'il n'interviendrait pas dans la vie politique quotidienne nationale. C'est aujourd'hui le cas. Mais pardonnez-moi d'être malicieux, mais il ne pense qu'à ça. Mais vous n'êtes pas dans son cerveau, moi non plus. Je ne le pense pas. Et je ne le pense pas parce que Nicolas Sarkozy a beaucoup de choses qui l'intéressent dans la vie. Et beaucoup. Et ce n'est pas un monomaniaque. C'est souvent le travers d'ailleurs des politiques. Ils sont souvent monomaniaques. Lui, il a beaucoup d'autres choses qui l'intéressent. Mais bien sûr qu'il est attentif
aux préoccupations et aux souffrances des Français. Je voudrais vous poser une question concernant Manuel Valls, parce qu'effectivement, il est à Nice aujourd'hui. Il y a cette affaire du bijoutier. Copé demande le retrait de la loi Taubira. Donc il y a tout un dossier qui est celui de la sécurité, mais il y a aussi une bataille, parce qu'il vous a accusé d'avoir planqué les chiffres de la délinquance, vous le savez très bien, sous le tapis. Donc enfin, dans cette affaire-là, malheureusement, il nous reste peu de temps, mais c'est important. Qui ment ? C'est lui, en vous accusant d'avoir dissimulé les chiffres, il a raison. Et quels sont les chiffres réels ? Mais attendez, aujourd'hui, on sait ce qu'il en est. C'est un observatoire indépendant qui donne les résultats. Ça fait maintenant 15 mois qu'ils sont au pouvoir. En 15 mois, on a le temps de faire un bilan. On n'est plus allé au temps de dire c'est la faute des prédécesseurs et ainsi de suite. Aujourd'hui, on sait que toutes les grandes familles d'infractions, les violences aux personnes, les atteintes aux biens, les homicides et tentatives d'homicide, tous sont à la hausse. Et il n'y a pas de hasard. Et Jean-François Copé a parfaitement raison quand il demande le retrait du projet de loi Taubira. Vous savez, quand le projet consiste, à côté de la suppression des peines planchées, le renoncement des tribunaux correctionnels pour mineurs, comme si la délinquance des mineurs était la même aujourd'hui qu'au moment de la rédaction de l'ordonnance de 1945. Mais bien sûr, je le dis, je vous le confirme, les mots sont forts, les actes sont faibles et les résultats sont inquiétants. Ouais. Voilà, il essaie de vous faire assumer justement la situation. Non. Si vous voulez me faire entrer dans le détail, vous disiez qu'il y avait peu de temps, c'est un rapport de l'inspection générale de l'administration qui conclut qu'il y a eu à la marge certaines erreurs. Je concède bien volontiers qu'il y a eu à la marge certaines erreurs, et j'observe d'ailleurs que le responsable de ce rapport a été promu directeur dans les 15 jours qui ont suivi. C'est sans doute certainement un hasard. Mais il n'en demeure pas moins que, à la marge, peut-être bien, bien sûr, dans tel ou tel commissariat, on a voulu améliorer. Mais la réalité, c'est très simple, c'est que sous Nicolas Sarkozy, sous Nicolas Sarkozy, la délinquance globale a constamment, annuellement diminué. Sous le gouvernement Ayrault, elle a augmenté tous les mois. Voilà la réalité, et celle-ci est malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que j'aimerais vous dire le contraire, est malheureusement incontestable. Brice Hortefeux était notre invité donc sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Bonne journée à vous. Merci. Et bien évidemment, on retrouve Magali et Christophe sur l'antenne de LCI et Sophie.